Chers amis, nous voici aujourd'hui pour la suite de notre formation gratuite pour débutants. Aujourd'hui, nous allons parler des supply et demande zone. Comme vous pouvez le voir ici, nous allons voir ce que c'est qu'une supply ou une demande zone, comment les repérer et les tracer efficacement sur les graphiques et quelques pistes sur comment les trader de façon générale. Si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo, sachez que nous sommes en train de faire une série de vidéos qui concernent les débutants et ça, c'est l'ensemble des concepts qu'on a déjà vus et si vous les avez ratés, j'espère que vous allez remonter jusqu'au début de cette playlist afin de recommencer. Avant de continuer, j'espère que vous allez liker cette vidéo pour la donner de la force. Le lien Telegram est en description. Vous pouvez nous rejoindre également sur Telegram. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si c'est le cas. Dans la vidéo précédente, en fait, on avait vu comment tracer des supports et résistances. On avait vu que dans une tendance haussière, il était très facile de repérer un support. Et je vous avais expliqué que un seul creux est suffisant pour repérer un support. Juste un creux comme ça, c'est suffisant pour repérer un support. Et pour une résistance, c'était l'inverse. Juste un pic est largement suffisant pour identifier une résistance. J'ai clairement expliqué pourquoi dans la vidéo précédente. Maintenant, qu'en est-il des supply zones et des demand zones? C'est pas trop différent. Ok, et ici, je vais essayer d'attirer votre attention sur la vraie différence qu'il y a dans ces deux concepts-là. Ici, repérer les supply et demand zones sur un graphique est très simple. Lorsque vous avez un creux, sachez que vous avez probablement une demande zone. Donc ici, on a un creux, on a donc très probablement une demande zone là. Demande zone très probablement, demande zone très probablement. Ici, on a un pic, on a très probablement une supply zone, supply zone, supply zone. Donc, remarquez que on parle toujours de la même chose, du fait que il y a dans un premier temps, il y a toujours ce côté changement de direction. C'est que le prix, il chutait, à un moment donné, il change de direction. Donc, on a un creux qui s'est formé ici. Donc, lorsqu'on a un creux comme ça, on va dire qu'on a une demande zone. Vous voyez, on a un creux, on a une demande zone. Lorsqu'on a un pic comme ça, on va dire qu'on a une supply zone. Donc, il y a eu dans un premier temps un mouvement haussier, il y a eu un changement de direction et il y a eu un mouvement baissier. Mouvement baissier, changement de direction, mouvement haussier. Donc là, on a un creux et là, ici, on a un pic. Rappelez-vous bien, j'avais donné pratiquement la même définition pour les supports et résistances. Mais quelle est la différence fondamentale ici? Quelle est la différence fondamentale dans le cas d'une supply ou une demande zone? La différence réside dans la formation du niveau de la zone. La formation de la zone. La différence est que pour les supply ou demande zone, la zone ou bien le point, le pic ou le creux se forme avec une violence, avec une certaine force qui fait qu'on se dit, mais ça, c'est pas un creux ou un pic ordinaire. Vous voyez? Donc là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On va remarquer que pour une demande zone, par exemple, au lieu d'avoir le prix qui forme un creux simple comme ça, bizarre, vous allez voir que le prix forme un creux avec violence. Donc le prix chute, il remonte violemment. Et pour une supply zone, le prix vient, il chute violemment. Donc quand il y a cette violence qui se prononce, ça fait que il y a supply ou demande zone dans ces situations-là. Mais quand il n'y a pas de violence et que c'est classique, c'est simple, c'est pas aussi fort, c'est pas créé avec une certaine force, on va considérer ce niveau-là juste comme un support ou une résistance classique. C'est ça la différence fondamentale. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Les commentaires sont là pour ça. Posez des questions si vous avez, si c'est pas clair pour vous. On va aller sur les graphiques en même temps. On va en même temps aller sur les graphiques et on va essayer de voir certains niveaux qui se forment avec violence et d'autres niveaux qui se forment avec moins de violence ou bien qui se forment de façon ordinaire. Et vous allez voir
de quoi je parle exactement. Voilà, ici, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur le graphique du gold en 1 heure. Ok, remarquons maintenant les choses. Regardez comment le prix chute violemment ici et regardez comment il monte violemment. Vous voyez la violence. Vous voyez, là, on peut dire qu'on a une demande zone. Vous voyez, parce que c'est tellement violent que c'est pas un creux ordinaire. Donc là, on a une demande zone comme ça. Vous voyez, on a une demande zone quelque part ici comme ça. Maintenant, regardez ici par exemple. Là, on a un creux aussi. Le prix chute, il remonte. Mais regardez la faiblesse avec laquelle le prix s'est déplacé ici. Il est allé lentement, lentement, lentement. Là, on a un creux, mais on ne va pas trop vraiment le considérer comme une demande zone en tant que telle. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas réagir. Vous voyez qu'ici, le prix est revenu, il a réagi dessus parce que c'est un support. Donc, un support, donc le prix doit peut normalement réagir là-dessus. Vous voyez? Donc, c'est ça qui fait la différence fondamentale ici. On va voir d'autres exemples et qui va vous permettre de bien comprendre les choses. Regardez ici, par exemple. Ici, regardez ici, on a là, voici un pic, il s'est formé léger, un pic, voici un creux, vous voyez, ils se sont formés léger. Et c'est ça. Regardez ici, on a une demande zone qui s'est formée. Ça, c'est un peu mieux. Vous voyez, il y a eu une violence dans la montée. Donc ici, on peut dire qu'on a une demande zone en quelque sorte parce que le prix l'a formé avec violence. Donc c'est un creux qui n'est pas ordinaire. Vous voyez, ici aussi, regardez comment le prix a formé ce creux-là et chute. Il remonte violemment. Vous voyez, là, on peut parler de demande zone ici. Mais regardez ici, le prix chute, il remonte violemment avec une seule bougie, mais après, il commence à se calmer. Donc ça, c'est pas une demande zone en tant que telle. Maintenant, regardez ici, le prix qui monte et qui chute violemment. Donc là, on peut dire qu'on a une demande zone assez intéressante. On a une supply zone assez intéressante. Vous voyez? Donc, lorsqu'il s'agit de creux, en fait, on parle de demande zone. Et lorsqu'il s'agit de pic, on parle de supply zone. Et surtout lorsqu'il y a cette violence. Quand il n'y a pas la violence, quand c'est un creux, on va dire que c'est juste un support. Quand c'est un pic, on va dire que c'est juste une résistance. Mais quand il y a la violence, il y a le concept de supply et de demande zone qui intervient. Vous voyez? Voilà, on ne va pas trop traîner sur les exemples. On va continuer. Maintenant, pourquoi le concept de violence nous intéresse? Pourquoi la violence ou bien la force qui réside dans la création de la zone nous intéresse? Tout simplement parce que on se dit que la zone s'est formée avec une telle violence que on va se dire que cette zone ne vient pas de n'importe qui. Vous voyez, on va se dire qu'il y a eu de grosses interventions, il y a eu de grosses mains. Même si on ne sait pas vraiment qui a créé la zone, parce qu'il y a plusieurs théories. Quand j'ai commencé à apprendre ça, j'ai commencé à apprendre ces concepts-là pour la première fois, quand on parlait de supply, demand zone, on disait que ça résultait en fait des grosses mains, des gros poissons sur les marchés. Voilà, donc voilà. Maintenant, avec le temps, vous voyez, il y a d'autres personnes qui disent que c'est parce qu'il y a les institutions qui ont réagi, qui ont effectué de gros achats dans ces zones-là et tout. Vous voyez, le plus important, c'est pas vraiment de savoir qui fait quoi. Vous voyez, c'est de savoir de façon mécanique. Qu'est-ce que ça peut nous apporter de façon mécanique? Parce que de toutes les façons, que ce soit les institutions qui ont réagi dans cette zone-là, ou bien que ce soit ce que vous voulez, le plus important, c'est le résultat que ça nous apporte dans notre trading. Vous voyez? Et ce résultat-là, on veut l'observer de façon mécanique. Et quand on l'observe de façon mécanique, ça devient beaucoup plus intéressant. Ça devient beaucoup même plus compréhensible en fait. Vous voyez? C'est comme ça, moi, je vois les choses. Donc ici, on se dit, mais
puisque la zone s'est formée avec une telle violence, ça veut dire qu'il y a probablement eu une main forte. Voilà, comprenez ça comme ça. Il y a probablement eu une main forte. Donc, si le prix revient sur ce niveau-là, puisqu'il y a eu une main forte, la probabilité est élevée que ce niveau réagisse encore beaucoup plus violemment ou bien beaucoup plus sérieusement qu'un niveau qui s'est formé sans violence, qui s'est formé de façon classique, voilà, de façon simple, sans violence, de façon basique comme ça. Vous voyez, c'est ça en fait les supply et les demandes. C'est pour ça que ça nous intéresse. Vous voyez, c'est surtout ce côté violence, franchement, qui nous intéresse le plus ici. Maintenant, vous devez savoir qu'il y a plusieurs types de supply et plusieurs types de demande zone. Il y a plusieurs types de supply et de demande zone. Et c'est ce que nous allons essayer de voir rapidement. Vous connaissez déjà deux types. Ok, vous connaissez déjà un type de chaque. Donc, je vous avais dit que pour une demande zone, c'est tout simplement les creux qu'on a comme ça qui se forment avec violence. Pour une supply zone, c'est tout simplement les pics. Dans une tendance baissière, c'est la même chose. Donc, dans une tendance baissière, les pics sont toujours les supply. Ici, les pics sont les supply. Les creux sont les demandes. Vous voyez, les creux ici plutôt sont les demandes. Les creux sont les demandes. Vous voyez, maintenant ici, on a aussi les creux qui sont les demandes. Maintenant, la différence maintenant que vous allez faire, c'est dans la qualité, la formation, la puissance dans la formation de la zone qui va vous permettre de différencier ça sérieusement d'un support ou une résistance. Je me répète beaucoup, mais c'est vraiment très important. L'autre type de supply ou de demande zone réside dans quelque chose de très simple. On a constaté que ces mouvements violents dont je parle ne s'observent pas seulement lorsque le prix change de direction. Des fois, on a un constat très intéressant. Déjà, on sait que lorsque le prix change de direction, comme ça, on a une demande zone. Mais dans d'autres situations, on voit que le prix, même en ne changeant pas de direction, peut nous créer une demande zone. Donc, le prix, il partait dans un sens, il se repose légèrement et il continue toujours dans le même sens. Vous voyez, en laissant quelque chose ici qu'on va appeler aussi une demande zone. Vous voyez, mais il y a des cas où vous pouvez voir ça juste comme un support, c'est-à-dire que le prix n'est pas parti avec violence. Donc ici, il y a toujours le concept de violence qui est là. Le prix allait dans un sens, il se repose un peu, ensuite il continue violemment. Maintenant, s'il allait dans le même sens, il se repose, il continue lentement en faisant n'importe quoi là, on ne va pas considérer ça comme une demande zone. Mais quand il y a la violence qui est là, le côté demande zone revient. Donc ici, je suis vraiment en train de vous enseigner les supply et demande zone à l'origine. Les order blocks ou bien les POI, tout ça, les nouveaux concepts sont inspirés de ces concepts-là, même si les gens vont vous dire que c'est pas vrai, c'est vrai. Et là, dans ce monde-là, le côté violence, on n'en parle pas vraiment, vous voyez. Mais lorsqu'on parle de ce que je vous dis, les supply demand zone, vraiment, les supply et demand zone, le côté violence est très important. Et c'est même ça qui est à la base même de la puissance de la chose. Donc, quel que soit le type de zone, que ce soit une demande zone qui est le résultat d'un changement de direction ou bien une demande zone qui est le résultat d'une continuation dans le sens de la même direction, il faut la violence. Et quand on a la violence, ça rassure vraiment sur même la qualité de la zone et ça les sépare carrément des supports ou résistances classiques. J'espère qu'on se comprend, les amis. Lorsque le prix était dans le sens d'une direction, ok, fait une pause et continue violemment, on va dire qu'on a ce qu'on appelle une CP demande zone. J'ai pas inventé ce nom. Si vous voyez les anciens cours
de supply et demand zone, c'est comme ça on les appelait. Donc, on a CP demand zone. Et CP, ça veut dire continuation pattern. C'est-à-dire qu'on a une figure de continuation dans le sens du mouvement. C'est pour ça qu'on parle de CP demand zone. Et l'inverse, lorsque le prix chutait et finalement fait une pause avant de continuer la baisse, on va dire qu'on a une CP supply zone. Tout simplement. Vous voyez? Donc, c'est ça. J'espère que vous vous retrouvez et que c'est pas compliqué pour vous. Ok, donc là, ici, j'ai fait deux petits schémas qui va nous permettre de nous retrouver facilement. Ici, remarquez que on a un creux ici. On a un creux qui est là. Le prix chutait et il remonte violemment. Vous voyez? Comme ça. Vous voyez, il remonte violemment. Et là, ça veut dire que là, on a un creux ici qui est une demande zone. Vous voyez? Maintenant, ici, vous voyez qu'il n'y a pas eu de changement de direction. Le prix montait. Il fait une pause et il continue violemment. Vous pouvez sentir même la violence dans les bougies. Vous voyez que les bougies ont des corps sérieux. Bougies, corps sérieux, bougies, corps sérieux. Vous voyez? Les bougies qui ont des corps sérieux nous informent même sur la violence du mouvement. Dans les anciens cours des supply et demand zone, ici, on appelle ça souvent, on appelle ça le départ. On appelle ça le départ. Et ici, on analyse souvent la qualité du départ, en fait. Vous voyez, la qualité du départ. Mais en résumé, la qualité de ce départ-là s'observe par la violence, tout simplement. Pour ne pas vous faire revenir avec tous les anciens cours de supply en demande, de supply et demande, sachez tout simplement que la qualité surtout réside dans cette force, en fait, dans le départ de la zone. Il y a plusieurs façons. Aujourd'hui, on appelle les supply et demand zones, on les appelle aussi des OB, des order block. Order block, OB, voilà. Et puis il y a plusieurs noms en fait qui sont sortis. Il y a OB, il y a POI, il y a beaucoup de choses en fait beaucoup de synonymes en fait pour qualifier les choses de cette façon, les supply et demand zones de cette façon. Maintenant, lorsqu'on a l'inverse ici, on va parler de ici l'inverse de ceci, exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'une chute avec des bougies baissières après une bougie haussière dedans et tout, on va parler là de CP supply zone. Vous voyez l'inverse et c'est exactement ça. Et ici, l'inverse exactement de ça nous donne une supply zone classique, tout simplement. Vous voyez, voilà. Maintenant, comment on trace ces niveaux-là? Comment on trace les supply zones, demand zones? Comment on les trace exactement? Pour les tracer, c'est très simple. Dans les anciens cours, comme je le dis encore, je le dis toujours, on se concentre sur, pour une demand zone, on se concentre sur cette zone-là. C'est-à-dire, on se concentre sur le creux. On va voir dans le creux ici, quelle est la mèche la plus à l'extrême. On va prendre encore cette mèche-là et on va l'appeler distal line. Distal line. La ligne, comment dire, de façon traduite, de façon beaucoup plus intéressante, c'est la ligne la plus à l'extrême. Hein. Le vrai pic, quoi. C'est-à-dire que la mèche la plus à l'extrême. Si c'était cette mèche-là qui débordait, supposons que si on avait cette mèche-là, oh là là, si on avait plutôt celle-là qui débordait comme ça, c'est elle on allait considérer comme distal line. Puisque c'est celle-là, on la garde. Vous voyez? Donc là, la distal line, comprenez que c'est la mèche qui déborde le plus. Ok. Et de l'autre côté, on va tracer une deuxième ligne qu'on appelle la proximal line. La proximal line, en général, pour la tracer, je ne veux pas aller trop dans les détails parce que j'ai déjà fait une vidéo sur les supply demand zones. Je vais vous ramener même à cette vidéo-là aussi pour pouvoir approfondir et mieux comprendre tout ce que j'ai dit là. On trace une deuxième ligne qu'on appelle la proximal line qui est quelque part ici. Vous voyez? Quelque part là. Des fois, pour la tracer, en général, des fois, on va prendre en compte
les vidéos des order blocks, en fait, donnent des méthodes de tracé qui sont beaucoup plus faciles à mettre en évidence par rapport aux méthodes de tracé des supply et demand zone classiques. C'est que vous allez regarder la dernière bougie baissière. Vous voyez, ici, on a eu plusieurs bougies baissières. Quelle est la dernière bougie baissière? C'est cette bougie-là. Vous voyez, vous allez prendre en compte le prix d'ouverture ici et vous tracez une ligne sur le prix d'ouverture et vous avez votre proximal line. Et maintenant, l'ensemble ici, tout ça là, forme maintenant ce qu'on appelle notre demande zone. Vous voyez? Maintenant, pour certains vont prendre en compte la mèche de la dernière bougie pour tracer. Comme ça, c'est aussi acceptable. On n'a pas besoin de forcément de précision ou tout ça, non. Vous voyez? Donc, comme ça, on peut tracer facilement notre demande zone. Pour les CP demande zone, c'est exactement la même chose. Vous voyez, ici, on a une CP, on a le prix qui montait, il fait ça. Donc, ça veut dire que on peut tracer notre zone de la même façon. Donc, on a notre proximal line qui sera la mèche de l'ensemble, en fait. Donc, ici, vous prenez juste la mèche ici. Vous voyez, parce que c'est ça qui déborde, on prend ça comme ça. Et on a notre distal line qui sera par rapport à cette bougie baissière là. Vous prenez l'ouverture, vous tracez comme ça et vous avez votre demande zone qui sera toute cette zone là, en fait. Vous voyez? Ou bien, si vous voulez, vous pouvez prendre en compte la mèche pour tracer votre demande zone tout simplement. L'idée, c'est que puisque le prix avait réagi, a fait un mouvement violent, on se dit que lorsque le prix reviendra de cette zone-là, on a beaucoup de chances d'avoir une forte réaction du prix. Vous voyez, on a beaucoup de chances d'avoir une forte réaction du prix. Donc, lorsque le prix reviendra ici, on a beaucoup de chances d'avoir une forte réaction du prix. Exactement pareil pour l'inverse. Vous voyez, sauf que souvent, on ne va pas juste se dire qu'on va rentrer juste parce que on a eu une demande zone et qu'on a eu une forte réaction. Non, parce que sur les marchés, vous pouvez voir qu'il y a des supply demande zone qui se cassent, qui sont cassés facilement. Donc, ça fait qu'on va attendre une confirmation ici. Ça sera l'objet même de la prochaine vidéo. On va voir, on va chercher une information supplémentaire qui va nous dire que, OK, c'est le bon endroit. On peut chercher à acheter dans cette zone-là, tout simplement. Vous voyez? Voilà. Maintenant, comment, en fait, ça s'utilise tout ça? Comment les supply demand zones s'utilisent? C'est basique. C'est basique. Ce sont des supports et résistances, un peu comme les autres. Donc, c'est pratiquement le même principe. Donc, on a une tendance haussière, comme ça. OK, on a une tendance haussière avec le prix qui fait des pics et des creux de plus en plus haut. On va se dire, OK, voici une demande zone. Peut-être que le prix pourrait revenir réagir ici, tout simplement. On trace ce niveau-là, qui est la résistance qui peut devenir support. On attend une confirmation éventuelle ici. Si le prix traverse ça et qu'on a une demande zone ici qui résulte d'un mouvement, on a une zone ici qui résulte d'un mouvement violent, on peut se dire que le prix peut, s'il traverse ce niveau, il peut réagir sur le niveau plus bas. Donc, on peut attendre une confirmation ici pour chercher une opportunité d'achat avant que le prix continue la hausse tout simplement. Et c'est exactement l'inverse pour une supply zone. Vous voyez, c'est tout simplement ça. Maintenant, vous pouvez me poser la question concernant la qualité de la zone. Donc, comme on l'avait vu pour les supports et résistances, c'est exactement la même chose. La qualité d'une supply ou d'une demande zone va dépendre de l'unité de temps. Plus l'unité de temps est élevée, vous voyez, plus la zone est solide. Plus le mouvement est violent, plus la zone est intéressante aussi. Dans une tendance haussière, les demandes zones seront les privilégiées. Les demandes zones auront tendance à être plus solides. Vous voyez, dans une tendance haussière, les supply zones seront de faible qualité. Inversement, dans une supply zone, dans une tendance baissière, les supply zones seront les privilégiées, ils seront plus solides. Et les demandes zones seront pratiquement à éviter parce qu'ils seront de mauvaise qualité, tout simplement. Vous voyez, on ne va pas trop traîner là-dessus, c'est exactement comme ça marche. Voilà, ici on est sur ma chaîne. Je vous recommande de venir suivre cette vidéo. Comprendre les supply et demande zones.
pour ceux qui ne voient pas bien, je parle de cette vidéo-là. C'est une vidéo de presque 1 heure où j'ai expliqué de façon détaillée les supply et demand zones de A à Z, comment les tracer, comment... Donc là, je suis allé beaucoup plus en profondeur. Vous voyez, allez suivre cette vidéo-là. Juste après avoir suivi cette vidéo, allez suivre immédiatement cette vidéo-là et vous allez bien comprendre en fait tout ce qu'il faut savoir sur les supply et demand zones. Voilà, donc on va revenir sur les graphiques et on va essayer de repérer certains niveaux de supply et demande. On va les tracer, on va voir voilà, comment ça marche. Donc ici, on a une supply zone, on peut tracer comme ça, une supply zone ici. Ici, on a une demande zone. Oh là là, on a une demande zone ici. Voilà, on a une demande zone ici. Vous voyez, le prix a créé la zone de nulle part et pas, il revient. Ici, on a une CP demande zone ici. Vous voyez, on a une CP demande zone. On peut prendre en compte cette mèche là. On a une CP demande zone ici. Vous voyez, ici, il faut toujours le côté violence. Vous voyez que ici, le mouvement est parti violemment. Le prix est parti violemment. Donc, quand le prix est revenu ici, il a réagi et c'était intéressant. Donc, ça veut dire que on pouvait anticiper un achat éventuel ici. Donc, attendre une confirmation. Vous voyez, c'est l'objet de la prochaine vidéo parce qu'il ne suffit pas d'avoir un mouvement violent. Le mouvement peut être violent, la zone peut se créer avec violence. Le prix quand même peut revenir cassé. Donc, quand on attend une confirmation supplémentaire, ça nous permet voilà, d'éviter quand même certaines petites pertes. Donc ici, le prix part, il revient violemment, il réagit, il part encore. Voilà, et on va continuer. Ici, on ne peut pas qualifier ça de demande zone parce que il n'y a pas de violence. Vous voyez, c'est trop mou. Voilà, c'est trop mou. On va continuer. On va continuer. On va voir. Ici, on a une demande zone. Vous voyez, il y a la violence. Voilà. Ici, le problème, c'était la structure. Donc, la tendance est baissière. Donc, le niveau avait quand même beaucoup de chances d'être cassé vu que la tendance était baissière. Vous voyez que ici, la tendance était haussière. Vous voyez, on a cassé, la tendance était haussière. C'est pour ça que le prix pouvait réagir facilement dans cette zone-là. Vous voyez. On continue. On va tracer d'autres niveaux. Ici, on a une demande zone. Il y a le mouvement violent qui est là. Très bien. Ici, je vois. Ici, on a une supply zone. Vous voyez le mouvement, comment il a été violent. Remarquez la violence. Le prix, il vient là. Il chute violemment. Vous voyez. Et le prix revient sur ça. Il réagit avant de chuter. Vous voyez. Là, c'est intéressant. Vous voyez. Même ici, on a une CP demande zone. Le prix fait ça, il fait ça et chute. Vous voyez, ici, il y a un peu de violence. Vous voyez, il y a un peu de violence. Donc, on peut dire qu'on a une CP demande zone ici. Vous voyez, voilà. Ici, on va continuer. On va voir un peu plus loin. Voilà. Ici, par exemple, vous voyez que là, le prix, il a commencé, il n'y a pas eu trop de violence. Il n'y a pas eu trop de violence, mais voilà. C'est pas mal, il n'y a pas eu trop de violence comme les autres niveaux. Vous voyez, ici, il y a eu une violence. Ici, la zone s'est créée avec une violence. Sauf que les bougies qui ont formé la zone au départ, c'est pas trop ça, mais voilà, c'est quand même acceptable. Vous voyez, voilà. Ici, on a une supply zone qui s'est formée avec une violence acceptable. C'est pas mal. Sauf que là, on est dans une tendance haussière, donc c'est un pic qui peut se faire casser beaucoup plus facilement. Vous voyez, voilà. Donc voici une supply zone qui s'est formée avec violence. Ça c'est bien. Vous voyez ici, voilà, formée avec violence, c'est très bien. Ainsi de suite. Ok, donc ici l'idée de base c'est de vous faire comprendre dans cette vidéo ce que c'est que les supply et les demandes zones, comment les repérer et la différence fondamentale qu'il y a entre les supports et résistances tout simplement. Ok,
Je vous conseille vivement de suivre la vidéo que je vous ai montrée pour pouvoir approfondir beaucoup plus ce concept et pouvoir les repérer beaucoup plus facilement. Ok, j'espère que vous me comprenez. Ici, on a un mouvement violent. On est dans une tendance haussière quand même. On a un mouvement violent. Et là, on a une supply zone. Vous voyez, on va prendre encore un exemple. Ici, il y a un mouvement violent. Il y a un mouvement violent ici. Et puis, il y a un pic qui s'est formé vraiment avec violence. On a une supply zone. Ici, il y a un mouvement violent à la hausse. On a une demande zone. Vous voyez? Ici, c'est un peu compliqué ici. On va voir encore. Ici, il y a eu une violence. Une violence, c'est pas assez violent, mais c'est pas mal. On a une supply zone ici. Voilà. Donc, c'est comme ça, vous pouvez les repérer beaucoup plus facilement. Ici même, il y a eu une violence aussi. Ça s'est formé un peu bizarre, mais regardez comment la bougie part. Deux bougies qui descendent violemment. Voilà, une supply zone. C'est ça la différence. Vous allez voir beaucoup de personnes qui font des vidéos, ils tracent des supply demand zone. Vous savez, vous voyez qu'il n'y a pas cette violence en fait. Vous voyez, il n'y a pas cette violence. Ils tracent n'importe quoi comme supply demand zone. C'est pas comme ça. Maintenant, vous pouvez voir que il y a certaines zones que le prix vient, il traverse facilement, juste comme ça. Voilà, le prix traverse. Pourquoi le prix traverse? Vous voyez, c'est ce qu'on va essayer de voir dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de parler en fait des méthodes. On va commencer à aborder les méthodes de confirmation. Dans cette vidéo-là, dans les deux vidéos précédentes, avec cette vidéo, on a vu ce que c'était que les zones d'attaque, les supports, les résistances, les endroits où on peut se positionner pour pouvoir acheter. On avait vu au départ comment analyser la tendance. On a vu les endroits où on peut se positionner pour acheter, prendre des décisions. Et maintenant qu'on sait où on peut se positionner, maintenant, dans les prochaines vidéos, on va voir quelle information supplémentaire on va attendre d'une supply ou une demande, ou bien sur une supply ou demande zone, quelle information supplémentaire on va attendre sur une demande zone avant de décider d'acheter ou pas, pour éviter que le prix nous traverse facilement comme ça. Même si même avec les outils qu'on va utiliser, le prix va toujours traverser, mais au moins on va pouvoir réduire les situations où le prix va traverser les zones, par exemple, les endroits où on veut se positionner. Vous voyez, ça sera l'objectif de la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé tout ce qu'on a fait. N'oubliez pas de suivre la vidéo que je vous ai recommandée. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Laissez-moi un joli commentaire. Et on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. C'était Roland Trading. Ciao.